Salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh bien, bienvenue sur ce live qui sera donc la dernière de Spec Ops, The Line, a priori, puisque de ce que j'ai compris, il me reste, je suis au dernier niveau. Donc je pense que bon, ça dépendra de mes compétences, de mes skills qui, comme vous le savez, sont extrêmement impressionnantes, mais a priori, on devrait pas passer énormément de temps sur le jeu en lui-même. C'est pour ça que j'ai prévu après un petit débrief. Alors je sais pas si on ira jusqu'à 21h, on verra hein, en fonction, mais en tout cas, j'ai préparé un petit débrief avec... je me suis même fait un petit fichier Word avec 2 petites pages de trucs à dire, non, 3 pages, plus 2,5 de trucs à dire, donc j'ai un petit peu préparé, un peu comme ce que j'avais fait avec le premier Call of Duty, enfin avec la première fois qu'on avait fait un jeu, c'était donc Call of Duty, si j'enlève le live que j'avais fait vraiment au tout début, sur Cold War, que j'avais fait juste une soirée, et puis après il y avait eu une longue pause, et puis j'avais finalement repris par World War II, Call of Duty, et là j'avais fait à la fin, je me rappelle, un petit débrief. J'avais essayé un petit peu de le faire aussi sur Act of War, il me semble, mais au final il s'est avéré que j'avais pas énormément de choses à dire. Bonsoir, je vous ai même pas dit bonsoir en plus pour les habitués, hein, Anetarn et Just Red 89. Bonsoir à vous, merci d'être là, merci pour votre ponctualité et pour votre assiduité, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc voilà, donc le jeu, je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être une petite heure, peut-être un peu moins, et puis ensuite le débrief, et là le débrief on verra jusqu'où ça nous emmène. Combien de temps on va durer. Juste un petit truc pour préciser. En lisant des articles pour préparer ce débrief, je me suis spoilé la fin. En tout cas, je me suis spoilé la fin dans les grandes lignes. Donc, je sais à peu près ce qui m'attend. Vite fait. Plusieurs précisions. D'une part, alors je sais que c'est pas bien de se faire spoiler, etc. Deux petites précisions. D'une part, j'avais besoin de ça pour avoir un peu de recul par rapport à ce que je voulais dire. C'était difficile de passer outre. Et puis surtout, les articles que j'ai lus, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais les articles que j'ai lus, c'est plutôt des articles académiques, scientifiques, donc voilà, ils vous mettent pas en rouge « attention spoiler ». Donc voilà, et je savais que c'était un risque que je prenais en commençant à lire ces articles, que nécessairement j'allais me spoiler un petit peu les dernières parties du jeu. Mais alors, bon, ça déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je suis pas quelqu'un qui... En général, je m'en fiche de me faire spoiler. Que ce soit pour les jeux, pour les films, pour les séries, j'ai pas un rapport comme ça au spoil très viscéral. Voilà, moi ça me dérange pas de me faire spoiler. Je me rappelle les premières saisons de Game of Thrones, je me les étais fait largement spoiler et ça m'a pas empêché de passer de bons moments devant. De manière un peu provocatrice, j'aurais tendance à dire que si vous prenez moins de plaisir à revoir un film ou une série parce que vous avez plus la surprise du spoil, c'est peut-être que ce film ou cette série, ou en l'occurrence ici ce jeu vidéo, n'est peut-être pas si bon que ça. Mais après, je comprends tout à fait les gens, je comprends tout à fait les gens qui veulent garder la surprise, et évidemment que je ne m'amuse pas à spoiler sauvagement les films juste parce que moi ça m'est égal. Évidemment, je respecte le choix de mes interlocuteurs, donc là je vais pas vous raconter la fin. D'autant ça fait partie de ces jeux avec enfin Spec Ops, ça fait partie de ces jeux avec des fins ouvertes, donc on verra bien comment je joue, comment j'ai envie de jouer. J'ai pas du tout prévu de vous amener vers une fin ou vers une autre. Bon, ce sera vraiment comme je le sens. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les spoils? Non, rien d'autre. Voilà, moi les spoils, je m'en fiche. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui aime pas spécialement les surprises de manière générale et qui aime bien savoir à quoi m'attendre. Peut-être que c'est ça. Peut-être. Bon bah écoutez, en attendant, on va pouvoir démarrer. Je vais lancer. Pardon, désolé. J'espère que vous aviez pas le casque trop fort, sinon ma toux risque de vous exploser les tympans. Et puis je vais couper la musique aussi parce que sinon ça risque de faire un peu bizarre. Bon, le jeu se lance tranquillement. Hop. Tac. Ah, je le mets en... Je le mets et on est parti. On va pouvoir redémarrer ça. Je vérifie juste que vous ayez bien le retour. Alors c'est marrant, normalement Twitch avait une option pour mettre en devant le chat. Et normalement je devrais l'avoir sur mon écran de jeu. Et là je le vois pas. Alors bon écoutez, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai du mal à paramétrer un truc. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Je vais juste vérifier du coup que vous ayez bien le retour. Alors on remarque que l'écran titre a beaucoup évolué hein, depuis le début. Le jeu recherche des mises à jour, mais je pense qu'on va en avoir plus beaucoup. Putain, c'est long. C'est long cette recherche de mise à jour là. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Ah, du coup je m'attendais à avoir les chats en surbrillance, c'est ce qui aurait été plus pratique, mais c'est pas le cas. Allez, on va démarrer. Allez. L'obsession de Walker pour Conrad n'a rien apporté d'autre que la destruction pour Dubaï et son escouade. C'est assez explicite. Alors... Ouais, quand on était, je pense, enfin, et je me suis pas trop trompé, on est bien au dernier niveau. Hein. Alors attendez, parce que... Tac. Là. Ah, petite cinématique. Ok. Les laissez pas atteindre la porte. Allumez-les, allez. Phosphore blanc. Ah, cette fois c'est nous qui nous prenons du phosphore blanc. Oula. Ah ouais, c'est... C'est... Oula. C'est... Ah, oula. Ok. 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 Ah d'accord. C'était une hallucination. Alors, je vais juste faire un truc parce que... faut juste que je paramètre un truc. C'est bon pour l'image, c'est bon pour le son. Alors, je n'ai en revanche aucun retour du chat. Parce que là, je me suis mis sur mon téléphone pour pouvoir vous suivre en premier. Je suis désolé, hein, c'est toujours autant artisanal. Mais j'ai pas de retour du chat sur mon téléphone, ce qui est quand même un peu pénible. Ah si, c'est bon, ça commence à revenir. Ça commence à revenir. Ok. Allez, cette fois, on est parti. C'est pour... je vais mettre un peu moins fort parce que putain, c'est fort. Ok. Alors... ok. Ok. Merde, je suis mort.
Ok, bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est peut-être parce qu'on cause pas assez. Non, mais en fait, c'est parce que vraiment, je sais pas ce qui se passait. Ça n'apparaissait pas sur mon chat. Ce que je vérifiais, c'est si je le voyais ailleurs. Ah oui, le RPG. Ok. D'accord. Ok. J'aime bien ton coéquipier qui t'engueule. Ok. Alors, si, je pense que non, j'ai plus de munitions là. Je suis en train de regarder. Alors attendez, Scar, ok. Oui, bah, je fais ce que je peux, hein, mais t'as le droit de m'aider aussi. T'as le droit de m'aider aussi, copain. Ok. Donc là, je vais attendre un peu, histoire de reprendre un peu de vie. Il faut juste que j'arrive à trouver comment je peux me débarrasser de cette... Je balance une adhésive. Ah, une adhésive. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. C'est juste que... J'aimerais bien me débarrasser facilement de ça, mais... Est-ce que je peux... Ah, voilà. On continue. Gardien œil sur cette tourelle. Ok. Alors, par là... Ah ouais, mais il y en a d'autres là-bas. Ah ouais, mais ils nous prennent vraiment en sandwich. Ok. Je sais pas du tout si je suis en train de faire la bonne opération là, mais c'est un peu compliqué. Comme tout bon jeu vidéo, tes coquilles foutent rien et t'engueulent. Et c'est réaliste dans un sens, c'est pas faux. Alors, tac. C'est juste que je vois pas comment passer ça sans me faire complètement allumer quoi. Ok, non, je m'amuse à détruire les machins explosifs mais ça n'apporte pas grand chose. Ouais, j'aurais dû garder le RPG, je suis d'accord. Je m'en suis rendu compte un peu tard. En plus, il y a pas mal de recul avec les armes, donc c'est pas évident de... C'est pas évident de bien les aligner. J'ai l'impression que je peux pas faire grand chose en fait. Ou alors j'ai loupé un... Il y a vraiment... Il y a 3 mitrailleuses quoi. Non, ça c'était un mec qui tirait, ok. Attendez, juste parce que évidemment j'arrive jamais à me rappeler les contrôles du jeu. Normalement j'ai un lance-grenade là sur mon truc. Donc je dois avoir un truc fonction tir secondaire. Ou changer de munition, changer de... Non, ah c'est changer C1. Type de grenade suivant. Changer d'arme, corps à corps. Activer le tir secondaire, c'est C. Ok. Donc là... Ouais. Ah. Celle-ci, elle se tue. Oula. On va se mettre ici parce que l'autre là, mon truc c'était pas génial. Ouais, c'est... Ok. Bah, il a un lance-flamme lui ou quoi? Ah merde, j'ai plus de munitions. Ah mais j'ai encore des grenades. Yes. Ouais mais le problème c'est que les mitrailleuses sont toujours longues à recharger.
Ok, Just Red, tu me donnes quelques petites indications, heureusement. Je me fais allumer. Le jeu est dur quand même. Hein. Je l'en avais déjà parlé la dernière fois, mais c'est quand même pas si évident que ça. Ouais, et puis en plus, ça respawn. Prends la tourelle. Ouais, mais attendez. Ok, allez. Il est où celui qui est m'allume? Il est là. Tac. Alors on voit son ombre à travers le décor, c'est pratique. Ouais, mais au-delà de ça... Ah, un FAMAS. Non, c'est le FAMAS que je voulais. Oui. Ok. Attends, ok. Petit défaut d'IA, je croyais que c'était mon copain, mais en fait non, c'est juste un mec qui s'était perdu. J'arrive toujours pas à déterminer si le jeu vous fait spawner des ennemis à l'infini, comme dans un Call of Duty, ou s'il y a un nombre prédéfini d'ennemis. Ça a l'air d'être terminé. Ok, on va aller voir. Est-ce que je peux passer par là? Ah, il y a l'air d'y avoir un lance-grenade. Vu le nombre d'ennemis, je vais me le garder sous le coude et je vais garder le FAMAS pour le... Ok, donc lui il est là, très bien. Alors c'est pas par là. Très pratique cette petite lunette, mais... Ah, il m'a bien aidé là pour le coup. Ah, ils sont résistants quand même les types là, on dirait qu'ils sont habillés, on dirait les... Ah, ok. On dirait les... Je vais juste changer d'arme. Parce que ouais, on n'a jamais beaucoup de munitions et comme les types arrivent par paquet de 200 000 là. Comme les types arrivent par paquet de 200 000, t'es toujours obligé de trouver autre chose. Ah, on peut exécuter. C'est très violent et c'est totalement gratuit. Mais c'est totalement une prise de position volontaire de la part du jeu. Je vais prendre un fusil à pompe, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Ouais, le jeu est assez dur, on est tout le temps en galère. Enfin, moi en tout cas, je suis tout le temps en galère de munitions. C'est vrai que c'est pas... Oula. Oh la vache. Oula. Putain, mon personnage a des hallucinations vénères quand même. Hein. Ça c'est votre pote. C'est votre pote que... C'est votre pote que vous avez essayé de sauver. Qu'on a essayé de sauver dans la mission précédente et qu'on n'a donc pas réussi à sauver. Et là, il prend clairement un ennemi. Ok. Il prend clairement un ennemi, un soldat lourd pour son pote. Ça rapporte des bastos aussi. De quoi? Ah. C'est marrant parce que... Je l'ai eu, ce connard! Soldat lourd abattu! On doit continuer. C'est marrant parce que là, je sais pas si c'était... Pas pour longtemps! Je sais pas si c'est volontaire ce qui vient de se passer, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand c'était mon pote, je pouvais pas le tuer. Parce que bah, je lui ai mis je sais pas combien de décharges de pompe dans la tronche. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, au moment où
j'ai l'impression que déjà que la mort de mon avatar était un petit peu différente par rapport à d'habitude. Et ensuite, au moment où il a repris vie, ça s'est pas passé comme ça, vous voyez, c'était pas vous êtes mort, il y a eu un espèce de flash blanc, tout est de votre faute, c'est très explicite. Il y a eu un espèce de flash blanc et au début mon personnage en fait il se passait la main sur le visage comme si c'était comme s'il venait d'halluciner. Donc je pense qu'en fait c'était je pense que c'était totalement un truc prévu par le jeu. Un autre soldat lourd! À couvert, putain! Charge! Ah, ils sont vraiment certes le mec a Il y en a des d'autres à l'intérieur. Pas pour longtemps. a des armures, a une armure anti-mine. Butez-les! Ennemi à terre! Oula. Donc il était bien caché derrière le pilier lui. Voilà. Voilà. Et ouais, le jeu joue comme ça plusieurs fois, mais j'y reviendrai quand on en parlera tout à l'heure. Le jeu joue beaucoup avec le fameux quatrième mur. Les exécutions, j'ai l'impression que le jeu t'avait filé des anneaux en plus. Ah, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. Et en plus, soudainement, tu avais un pompe en main alors que je me souviens que tu en avais ramassé. Bah oui. J'avais un pompe en main et je me souviens que tu... Si, j'en avais ramassé un juste avant. Pardon, j'avais pas vu. Si, j'en avais ramassé un juste avant. Bon, j'y vais! Ok, il y en a encore quelques-uns. Putain, Walker! Fuis-moi, ces connards! Putain, c'est puissant cette arme là. Il y a un fusil à pompe! Faut faire gaffe! On va essayer de l'avoir là. Il a découvert! Attention, vous passez! Des soldats lourds! Ils sont morts! Il est mort! Ouais, je confirme. Ouais, c'est vraiment puissant cette arme. T'entends ça? Ok, je recharge. Merde! Les voilà! Il y en a 1 milliard de soldats. C'est terminé! Vous êtes encerclés! Lâchez vos armes! Je vous emmerde! Allez-y, butez-moi! Je bouge pas d'ici! Allez! Sécurisez le bâtiment! Butez-moi, putain de merde! Mais butez-moi! C'est votre dernière chance, Walker. Rendez-vous, ou mes hommes vous abattront. T'as pas intérêt! Allez vous faire foutre! J'ai pas fait tout ça pour me rendre! C'est le seul moyen d'accéder à cette tour! Mais bordel! Laisse tomber! La mission est finie! On a échoué! Tant que je respirerai! Ok! Alors t'arrêtes pas! Cours, putain de merde! Putain, Walker! Cours! Ok. Ils ont rajouté un deuxième régiment dans le tas, ouais, plus qu'un deuxième régiment, hein, ils ont rajouté toute une division. Ok. Là je cours, hein, je... Courez. Ouais, ça je sais faire, et j'ai réussi. Je suis désolé, Walker. Mais vous saviez que ça finirait ainsi. Vos amis sont morts. Le chaos règne. Et vous êtes seul. Vous avez échoué. Finalement, nous avons cela en commun. Tu m'étonnes que j'ai échoué. Vu le matos, la division expliquerait pas mal de choses. Ouais, clairement, ils ont pas de blindés. Enfin, de blindés lourds en tout cas. Enfin, j'en ai pas vu, je me rappelle pas qu'il y avait des blindés lourds.
La DA est pas dégueu quand même. Donc là on est dans Bioshock. Bataillon, garde à vous! Les bestioles sont encore en vie, ouais, il y a même un requin. Nous sommes ceux qui restent des damnés du 33e. Nous nous rendons, capitaine. Dubaï est à vous. Conrad. Où est Conrad? Où il a toujours été, capitaine. En haut. Il vous attend. Ok. Bien joué, capitaine. Vous avez réussi où la tempête a échoué. Vous avez détruit les damnés du 33e. Vous croyez être un héros. Mais entrez donc. Maintenant que vous êtes là, je voudrais vous poser une question. Qu'avez-vous pensé en arrivant à Dubaï? En voyant ce que j'avais fait, avez-vous pensé que c'était l'œuvre d'un fou? Ouais. Je me suis dit que vous aviez perdu la tête. Du moins, c'est ce que j'espérais. C'est vrai. Les choses auraient été plus faciles. Mais je n'ai pas eu cette chance. Vous en êtes sûr? Absolument certain. Je suis aussi sain d'esprit que vous, capitaine. Ce qui veut dire qu'il est pas très sain d'esprit. Bon, on va pas marcher sur son beau Malgré jardin mes japonais. efforts, je n'ai jamais pu échapper à la réalité de ce qui s'est passé. Ça a causé ma perte. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous aimez. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Vous ouvrez les yeux pour la première fois. Ça fait mal, hein? Allez-y. Qu'en pensez-vous? Vous avez fait ça? Non, c'est vous. Ouais, c'est la scène quand on a utilisé le phosphore blanc. Vos ordres ont tué 47 personnes innocentes. Quelqu'un doit payer pour vos crimes, Walker. Mais qui ce sera? Ouais, ça c'est la... John? Est-ce que c'est vous? À vous de me le dire. J'en ai marre de ce petit jeu, John. Je vous assure, ce n'est pas un jeu. Donc ça c'est une référence à la scène la fameuse scène du phosphore blanc qui représente un peu le point de bascule mental du joueur, où effectivement on voit une mère tenant sa fille dans ses bras. Donc mort et depuis longtemps. Il semble que les rapports signalant ma survie aient été grandement exagérés. C'est impossible. Je vous assure que si. Mais comment? Pas comment. Pourquoi? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Nous avons des ordres. Quittez la ville, contactez l'état-major de l'extérieur. Ils envoient la cavalerie, on rentre chez nous. Ce qui s'est passé ici m'a dépassé complètement. Vraiment. Rien de tout ça ne se serait produit si vous aviez arrêté. Mais vous avez continué. Et pourquoi? On voulait vous sauver. Vous n'êtes pas un sauveur. Vous avez d'autres talents.
C'est de votre faute, bordel de merde! Arrête ça! Il m'a pas écouté! On n'avait pas le choix! Il a fait de nous des putains de tueurs! Ce n'est pas ma faute. Il faut une sacrée force mentale pour nier ce qui se trouve sous vos yeux. Et quand la vérité est insoutenable, vous créez la vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il a arrêté de bouger! Walker, réveille-toi, merde! Je comprends. On doit choisir. La vérité, Walker, c'est que vous êtes venu car vous vouliez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Un héros. Lugo, tu m'as laissé crever! Moi, je suis là parce que vous n'assumez pas vos actes. Ça vous a brisé. Colonel? Colonel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Walker? C'est Conrad. Tout ça, c'était lui. Vous aviez besoin d'un coupable? Alors, vous m'avez choisi. Un homme mort. Je sais que la vérité fait mal, Walker. Mais c'est l'heure. Il n'y a plus que vous. Et ces mensonges doivent cesser. Je vais compter jusqu'à 5, puis j'appuierai sur la détente. Vous n'êtes pas réel. Tout ça, c'est dans ma tête. Vous êtes sûr? C'est peut-être dans la mienne. 1. Non. Ce qui s'est passé, tout ça, c'est votre faute. Si c'est ce que vous croyez, alors tirez. 2. Je voulais faire de mal à personne. Personne ne le voulait, Walker. 3. Ok, j'ai tiré sans faire exprès. Il faut une sacrée force mentale pour nier ce qui se trouve sous vos yeux. Je suis plus fort que vous. Si vous le dites, Walker. Quelle que soit la suite, ne soyez pas trop dur avec vous. Même maintenant, après tout ce que vous avez fait, vous pouvez rentrer au pays. Quelle chance. Et maintenant, capitaine? Les hommes demandent... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On termine notre mission. Et quelle est cette mission, capitaine? Donnez-moi une radio. Ici le capitaine Martin Walker. Demande d'évacuation immédiate de Dubaï. Des survivants. Trop nombreux. C'était une licence. Mais cet épisode-là, qui est sorti en 2012, arrive longtemps après. Hein. Et il y avait une volonté de la part de 2K, donc l'éditeur, de relancer cette vieille licence de la fin des années 90, début des années 2000. Je sais pas du tout ce que c'était comme genre de shooter, mais en tout cas, voilà, apparemment, elle a eu un certain succès. Ah, on va peut-être avoir une autre séquence. Commandant, ici Falcon 1. Je crois qu'on l'a trouvé. Capitaine Walker. Il est armé! C'est bon, tirez pas! Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez ses yeux. Il y a quelque chose qui cloche. Capitaine Walker, on vient vous aider. Mais d'abord, vous devez baisser votre arme. Il ne coopère pas. Il est en état de choc. Donnez-lui un instant. Donnez-moi votre arme. Lâcher arme. On va lâcher notre arme parce que je pense que là il hallucine plus. Hein. Plus rien. C'est fini. On rentre à la maison. Ouais, tu vas avoir une longue thérapie, je pense.
savez, capitaine, on a parcouru la ville pour vous trouver. On a vu des choses. Si je peux me permettre, chef, comment c'était? Comment êtes-vous sorti de cet enfer? J'y suis encore. Et voilà, ça, pour le coup, c'est la fin. On voit même plus le soldat, tout s'est écroulé. Le drapeau américain qui est assez étrangement revenu plus ou moins à l'endroit, alors qu'il était à l'envers. Mais voilà, tout est détruit, tout n'est plus que ruine. Alors écoutez, on va quitter. Voulez-vous vraiment quitter? Oui. Alors, je vais vous mettre... tac. Une là. Et regardez, je vous ai même préparé... une petite image pour vous dire que c'est le débrief. C'est très explicite. Mais voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à faire cette petite vignette. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, il faut que je reprenne le cours du chat. Le jeu n'a pas rencontré son public. Bah non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le Drive, c'est plus un Slow and Furious. Oui, tout à fait. Enfin, oui, Slow and Furious. Ouais, parce que la deuxième partie du film est plutôt Furious. Mais moi, j'ai adoré Drive. Hein, mais clairement, on n'est pas sur la même gamme de films que Fast and Furious. Une longue thérapie et un procès pour crime de guerre aussi. Mais procès, oui et non. S'il est jugé, comment on dit au tribunal quand vous pouvez pas être jugé parce que vous êtes fou, parce que vous êtes, je sais plus, irresponsable en gros quoi. Donc peut-être pas. Si pas de survivants, pas de procès. Ouais, effectivement. Alors après, le jeu entretient Enfin, en fait, on sait pas dans le jeu. Est-ce que tout ce qu'on fait, c'est la réalité? Est-ce que c'est son imagination? Est-ce que c'est un mix des deux? Très vraisemblablement, c'est les deux. Donc là-dessus, le jeu laisse planer le doute. Salut Al-Ramir. Mais du coup, c'est le seul survivant de Dubaï. Bah on dirait. En tout cas, on a l'air de nous le montrer comme ça. Parce qu'on laisse des civils en vie, il me semble. Encore une fois, est-ce que c'est lui qui hallucine? Enfin, on n'en sait rien en fait. On ne sait pas si est-ce que tout le jeu n'est qu'un rêve, est-ce qu'en fait votre personnage, et c'est là que je reviens sur la dernière fois j'avais parlé du film, mince comment il s'appelle, L'échelle de Jacob, et j'avais dit tiens, ce jeu, la trame scénaristique, ça me fait penser un peu à L'échelle de Jacob, et il se trouve qu'en lisant les interviews, L'échelle de Jacob était effectivement une référence dont les auteurs du jeu dans laquelle les auteurs du jeu ont explicitement puisé. Et donc on peut, enfin, du coup, même si j'ai dit au début que je m'en fichais des spoils, je vais quand même pas vous spoiler. L'échelle de Jacob, si jamais vous voulez le voir, bon, c'est un film assez vieux quand même, mais bon voilà, il y a cette notion où vous savez pas si le personnage principal rêve ou pas, et en fait, ce qu'on peut supposer, c'est qu'en réalité, une des pistes qu'on peut supposer, c'est que votre personnage, en fait, il meurt dans le crash du début, qu'en fait, il ne sait, après, tout ce qui se passe après, n'est plus que son imagination. Au vu de la fin, il a pris des cadavres pour des vivants. Ouais, c'est ça, ouais. Les pendus, notamment. En tout cas, c'est présenté ainsi dans la cinématique. Ouais, on voit d'ailleurs ces deux copains qui comprennent pas ce qu'il fait. Voilà. Alors, donc, on en est au débrief. Donc comme je vous ai dit, j'ai mon petit Word, je vous l'affiche pas parce que sinon vous allez avoir plein de trucs à l'écran. J'essaie juste de sortir mon Word pour que ça me cache pas le chat. Bon, je vais devoir parler et je me suis pas pris de bouteille d'eau, c'est pas grave. Alors, j'avais dit que d'abord je reviendrai un peu sur le contexte. J'avais dit que je reviendrais sur le contexte dans lequel le jeu est sorti.
Donc ça implique contexte global. Bon, évidemment, je ne veux pas vous faire un cours de relations internationales ou quoi, mais voilà. Bon, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Donc pour ce contexte, donc déjà ce jeu il s'insère déjà dans un contexte vidéoludique. Toutes les années 2000, c'est un peu les années, la décennie du grand essor du sous-genre qu'on peut appeler les shooters militaires, alors que ce soit des FPS ou des TPS d'ailleurs. Et cet essor, alors il est lié à plein de choses. Il est lié au développement de la technique des jeux vidéo. Il est aussi lié évidemment au contexte particulier de la décennie 2000. La décennie 2000, c'est une année qui est marquée par les interventions occidentales au Moyen-Orient. Et cette vague de shooters, elle a un peu eu deux périodes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a vu beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. Ce truc sur la Seconde Guerre mondiale, à mon sens, il me semble que j'en avais déjà parlé quand j'avais parlé de Call of Duty, il me semble que ce truc sur cette mode de la Seconde Guerre mondiale, on peut l'expliquer par deux choses. La première, c'est le film Il faut sauver le soldat Ryan. Je pense vraiment que ce film a eu une importance très importante, très bien, ça commence bien, a été assez marquant quant à l'imaginaire collectif sur la Seconde Guerre mondiale. Et en particulier pour sa scène du débarquement, pour ses 20-30 premières minutes qui sont qu'on quasi révolu. Je pense que c'est pas idiot de le dire, c'est pas tomber dans l'excès que de le dire, qu'ont vraiment révolutionné le spectacle de la guerre au cinéma. Et je pense qu'une partie de ça, du succès de cette Seconde Guerre mondiale, c'est cette revisite qu'opère le film Il faut sauver le soldat Ryan, et parce qu'un certain nombre de ces shooters militaires vont dès lors essayer de reproduire le spectacle du film Il faut sauver le soldat Ryan, et on pense évidemment au Medal of Honor, débarquement allié. Et la deuxième chose, c'est que la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu... c'est le conflit, c'est la guerre juste, c'est l'archétype de la guerre juste. C'est-à-dire que c'est la guerre dont la légitimité ne fait aucune discussion, dont la légitimité n'est pas du tout remise en question. Et ça, évidemment, en contraste avec les interventions américaines, et surtout l'Irak, moins l'Afghanistan, mais surtout l'Irak, qui, elles, évidemment, sont sujettes à énormément de débats dès les crises de 2002. Il y a une bonne vidéo sur les FPS et la Seconde Guerre mondiale sur YouTube de Romain Vincent. Ouais, je sais que Romain Vincent fait des vidéos qui sont sympas. J'en avais regardé une sur Call of Duty, je crois. Mais j'ai pas regardé, ou alors si je l'ai vu, je m'en souviens plus, mais je sais qu'il fait des vidéos sympas, en plus, c'est un historien qui bosse sur ces questions, donc ce qu'il fait là-dedans, dans ce domaine-là, est vraiment pas mal. Mais en tout cas, il y a eu, donc on a eu une première vague de shooters militaires plutôt centrés sur la Seconde Guerre mondiale, en tout cas pour tout ce qui se veut réaliste. Je parle pas des choses qui sont plus futuristes, qui relèvent plus de la SF. Donc on a eu une première vague Seconde Guerre mondiale, et peu à peu, tous ces shooters militaires ont commencé à s'emparer de la thématique des interventions au Moyen-Orient, avec notamment une œuvre qui a été charnière là-dedans, à mon avis, même si on a eu d'autres avant, c'est le 4e opus de la franchise Call of Duty, qui est une franchise extrêmement populaire, qui rapporte énormément, oui, parce qu'elle se vend beaucoup, mais qui est vraiment en tout cas à cette époque-là, et pendant pas mal de temps, vraiment donnait le tempo du genre FPS. Et quand ce 4e opus de la franchise commence à s'intéresser au conflit contemporain, commence à s'intéresser au Moyen-Orient, et bien forcément beaucoup d'autres derrière vont suivre, je pense notamment au Battlefield. Quoique en fait le Battlefield 2, qui est antérieur, était déjà plutôt contemporain.
bon bref, à discuter, mais en tout cas il y a ce quatrième opus qui est, de Call of Duty qui est quand même assez important. Et qui donc va assez opportunément passer de ce terrain Seconde Guerre mondiale à un terrain plus contemporain. Mais il y a un autre moment important, mais à partir de 2008, il y a un autre moment, il y a un moment important qui arrive, c'est la présidence Obama, et là on va rentrer en plein dans l'ère du cinéma, du divertissement post-11 septembre. Alors c'est quelque chose qui a déjà commencé avant, mais à partir d'Obama, ça va vraiment prendre de l'importance. Alors, qu'est-ce que c'est que les œuvres post-11 septembre ? C'est un espèce de sous-genre du cinéma militaro-sécuritaire. Je sais pas d'où vient l'expression exactement, je sais pas à partir de quand elle est apparue. J'avais parcouru une thèse en français d'ailleurs qui explorait cette notion de cinéma post-11 septembre. Je vais pas donner de définition précise, mais en gros, on est là dans un espèce de sous-genre. J'ai parlé du divertissement militaire. En fait, des fois, on le contracte sous l'appellation militainment, qui est une contraction de Military Entertainment Complex. On peut même aller un peu au-delà et parler de... plus que de militainment, on peut même parler de securitytainment, pour qualifier cette espèce de sous-genre qui est lui-même d'un sous-genre d'un sous-genre du cinéma de guerre, quoi. Et on va dire la grande thématique de ce genre, de ce sous-genre, c'est que on va questionner le sentiment de sécurité que l'appareil sécuritaire, donc l'armée, la police, tout ce que vous voulez, on va questionner ce sentiment-là. C'est-à-dire que la sécurité n'apporte pas autant de sécurité qu'elle le devrait. Et clairement, Spec Ops, ça rentre dans cette catégorie-là. Ça rentre complètement dans ce sous-genre du militainment. Cela dit, même les films de super-héros ont leur sous-genre post-11 septembre. Oui, le deuxième opus de Batman version Nolan, c'est totalement un film post-11 septembre. Avengers, ok, marquant la fin du trauma, on ose à nouveau s'attaquer aux villes en les détruisant. Oui, est-ce qu'il y a un lien ? Bon, après, tu me diras, le cinéma américain a jamais eu trop de problèmes à dévaster ses villes. C'est assez... on le voit pas mal dans les années 90. Est-ce qu'il y a eu une pause ? Est-ce qu'il y a eu une pause dans ce genre de mise en scène dans les années 2000 ? Je sais pas, je saurais pas dire. Il y a quand même un film sur le 11 septembre qui arrive très vite après, qui est pas bien, hein, mais qui quand même arrive très vite après. Avec Nicolas Cage. Ouais, les Batman de Nolan, ouais, le deuxième Batman surtout. Tu remarqueras que dans les Spider-Man, ça détruit peu. Ouais, pas faux. Pas faux. Mais après, Spider-Man, c'est pas non plus... c'est un héros... Enfin, Spider-Man, c'est un héros... c'est un héros local. C'est un héros... c'est le héros du voisinage, Spider-Man. Donc est-ce que, de manière générale, dans les comics Spider-Man, il y avait déjà des destructions à grande échelle ? Je sais pas. Je suis pas un grand expert... je suis pas un grand expert des super-héros version comics. Je me suis plus intéressé à leur version cinéma. Donc pour revenir à ce sous-genre du militainment, la plupart des shooters militaires qu'on connaît, les Call of Duty, les Battlefield, pour citer les plus connus, ils sont très premier degré par rapport à ça, et du coup ils sont souvent accusés, je mets des guillemets, mais on peut utiliser l'expression accusé, ils sont souvent accusés d'être pro-militaires. Alors non pas que ce soit des... Ce ne sont pas, ils ne cherchent pas à être explicitement des œuvres de propagande, mais dans le sens où ils n'opèrent pas de remise en question de l'objet, du sujet qu'ils traitent. On va plutôt considérer qu'ils sont plutôt pro-guerre. Et lui, et Spec Ops The Line, lui ce qui est intéressant, c'est qu'il va évidemment prendre cette critique,
il va prendre cette critique à bras le corps, il va choisir de la traiter vraiment, comme on l'a vu, hein, il va la traiter vraiment frontalement. Et il va la traiter frontalement en s'attaquant à un concept qui s'appelle, qu'on appelle la enfin c'est là qu'il faut que je vous parle d'un concept qui s'appelle la dissonance ludonarrative. Alors la dissonance ludonarrative, là pareil, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais ça a été en tout cas popularisé par un chercheur qui parlait du jeu BioShock. Et lui, son point, c'était de dire que BioShock, que la structure ludique de BioShock, donc le jeu aussi de 2K Games qui est sorti en 2007, la structure ludique de BioShock est en contradiction avec sa structure narrative. C'est-à-dire que le jeu propose aux joueurs un contrat ludique qui est de pouvoir choisir entre une approche... Là pour le coup, je vous lis ce que j'ai écrit. Hein. Le jeu propose... Enfin, ce que j'ai même copié-collé d'un article, pour être précis. C'est-à-dire que le jeu propose aux joueurs un contrat ludique qui est de pouvoir choisir entre une approche égoïste, c'est-à-dire privilégier son intérêt personnel en récoltant les ressources produites par les petites sœurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais en gros, à plusieurs reprises, dans le jeu BioShock, vous avez le choix, après un affrontement, vous êtes confronté à des personnages qui s'appellent les petites sœurs, qui sont des petites filles, mais dont l'humanité est un peu remise en question, et vous avez le choix entre soit la récolter, soit l'épargner. Si vous la récoltez, vous la tuez, mais vous récupérez plus de ressources. Et si vous l'épargnez, vous en récupérez moins. Donc voilà, le jeu vous propose cette approche ludique entre quelque chose d'égoïste et quelque chose de plus altruiste. Pourtant, malgré ce choix apparent, le contrat narratif du jeu, lui, va plutôt forcer le joueur à adopter une approche altruiste, en lui donnant par exemple comme mission obligatoire d'aider la famille d'un autre PNJ, de sauver certaines petites sœurs, etc. Donc d'un côté, les actions que le joueur a effectuées l'ont amené à considérer son avatar comme étant égoïste, en choisissant de récolter les petites sœurs, mais de l'autre côté, le récit amène à considérer son avatar comme étant altruiste. Et donc c'est ça que notre chercheur appelle le paradoxe, la dissonance ludonarrative. C'est-à-dire que vous faites des choses, le gameplay vous propose de faire des choses qui ne sont pas en accord avec ce que le jeu cherche à raconter. Et ça, c'est un peu la même chose qu'on retrouve, on retrouve ça dans les Call of Duty quelque part. Dans les Call of Duty, d'un point de vue narratif, vous êtes toujours un héros sans peur, sans reproche, qui va agir pour le monde libre, qui va sauver le monde des terroristes, des super criminels à la James Bond ou je ne sais quoi. Mais à côté de ça, votre personnage ne fait que tuer et détruire. Et jamais cette action-là que vous faites à longueur de jeu, tuer et détruire, n'est remise en question. Donc là aussi, il y a une espèce de dissonance entre ce que vous faites et ce que vous cherchez à être. Et lui, et c'est là où je reviens à Spec Ops The Line, c'est que Spec Ops The Line, lui, eh ben, il va mettre ça en correspondance. Il va faire correspondre ce contrat ludique et ce contrat narratif. C'est-à-dire qu'il va faire coïncider sa narration et son gameplay. Et le jeu joue beaucoup, et le jeu va s'amuser avec les attentes du joueur vis-à-vis de ça. Surtout dans BioShock 1, la fin égoïste n'est pas canon. Ouais, alors moi je me souviens, quand j'y avais joué, j'avais eu la fin égoïste. Pourquoi ? Parce que juste à un moment, j'avais choisi de récolter une petite sœur juste pour voir ce que ça faisait. Mais en fait, à partir du moment où vous en récoltez une seule, et ben ça foire tout le reste en fait. Mais bon, bref. J'avais trouvé BioShock super, mais il y a plein de trucs que j'avais moins aimé dedans. Et donc pour revenir à notre Spec Ops The Line, lui, il va jouer un peu habilement avec les attentes du joueur. C'est-à-dire qu'au début du jeu, tout est fait pour vous faire penser que vous allez à nouveau incarner cet archétype
du super-héros qui vient sauver la population. On pourrait dire l'archétype du sauveur blanc. Là aussi, un autre concept narratif dont on pourrait discuter, mais on est là-dedans. Et d'ailleurs, la mission de base du jeu, c'est une mission de sauvetage. C'est une mission de sauvetage de civils. C'est ça le point de départ du jeu. Et donc l'intérêt du narratif du jeu va pas résider dans sa capacité à représenter le réel d'une opération militaire de sauvetage, mais à subvertir les attentes des habitués à ce genre de jeu. On cherche pas à nous expliquer que voilà, qu'est-ce que c'est qu'une vraie mission de sauvetage dans l'armée. Non, le point du jeu, le point focal du jeu, il est ailleurs. Je me souviens d'un épisode de Crost où Karim Debache cite Godard de mémoire. Un film de guerre n'est jamais pacifique, car il esthétise toujours ce qu'il cherche à montrer. Ouais. Bon, je vais pas m'amuser à contredire Godard. Hein. Je suis pas forcément... je suis pas armé là tout de suite pour contredire Godard, mais c'est marrant ce que tu dis là, Al-Ramir, parce que ça me fait penser à deux trucs. D'une part, c'est je sais pas si vous avez vu, c'est une série de documentaires sur Netflix qui raconte où c'est des réalisateurs contemporains qui sont interviewés sur des réalisateurs sur des réalisateurs qui ont travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont travaillé en tant que, enfin vraiment directement sur le front. Et à un moment donné, vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une série de documentaires, mais je sais plus comment ça s'appelle. À un moment donné, vous avez, attendez, ouais, c'est Coppola. C'est Coppola qui parle et qui commente une vidéo d'un B-17. Donc les B-17, c'est les bombardiers lourds américains qui bombardaient l'Allemagne et l'Europe de manière générale. Et il commente le crash d'un B-17 et il disait que ça provoquait un sentiment contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on voit, on sait que ce qu'on est en train de regarder c'est horrible, c'est-à-dire c'est un avion qui est en train de s'écraser, à l'intérieur de cet avion il y a des gens, il y a des équipages qui en plus à l'époque étaient très jeunes, donc on sait ça, et pourtant on peut pas s'empêcher de trouver ça, d'y trouver quelque chose d'esthétique. On peut pas s'empêcher de trouver ce crash beau. Et Coppola essaye d'expliquer un petit peu ce sentiment contradictoire. Cet autre sentiment contradictoire, on peut le retrouver traité diégétiquement dans un film comme Jared, où à un moment vous voyez la troupe de soldats américains regarder le film Apocalypse Now, ça tombe bien, on revient sur Coppola, qui regarde le film Apocalypse Now et qui regarde notamment la scène de l'attaque du village avec les hélicoptères, Wagner, etc., et qui sont là à hurler, à dire ouais vas-y, enfin qui regardent ça vraiment comme on regarderait un match de foot, alors que même qu'Apocalypse Now est un film qui se veut extrêmement critique à l'égard de la guerre du Vietnam et de la guerre en général. Mais ça c'est en fait, et cette citation de Godard, alors je dis Godard mais je suis pas sûr, oui bon bref, je vois peu importe qui c'est, mais je vois ce que ça veut dire. Il y avait la même interrogation par exemple, je suis vraiment en train de dévier là, mais il y avait la même interrogation dans les années 30 par rapport aux films de gangsters. Et notamment aux États-Unis, ça a été une des raisons pour lesquelles ils ont fait le Code Eyes, mais comment dire, là vraiment je vais partir très loin, mais en gros le fait de montrer des gangsters, et ben automatiquement vous prenez empathie pour eux, alors que ce sont des gangsters. Sentier de la gloire ou la dernière saison de Blackadder, je connais pas, aurait un mot ou deux à redire. Les sentiers de la... Oui, bah, ouais, après, c'est... Après, c'est Godard, ou peu importe, mais du coup, il y a tout le monde a... On peut dire... on peut avoir plusieurs points de vue sur la question. Et puis Godard, bon, voilà, c'est un réalisateur français, rapport particulier du cinéma de la nouvelle vague à la chose militaire. Bref, il faut quand même que je reprenne le fil de ce que j'étais en train de dire. Du coup, où est-ce que j'en étais ? Ouais, donc j'en étais au fait de dire que
tout le projet de Spec Ops, The Line, c'est d'accorder l'expérience narrative du joueur avec le gameplay. Et cette mise en association, cette association de l'expérience narrative et du gameplay, vraiment ici poussée de manière assez importante, et ben le but c'est d'aboutir à quelque chose qui est inverse au processus habituel de jeu, c'est-à-dire ça doit aboutir à une désidentification du joueur et de son avatar. C'est-à-dire que là où dans la plupart des jeux, le jeu va chercher à ce que vous vous identifiez à votre avatar, là c'est l'inverse. Spec Ops The Line va toujours chercher à mettre une distance entre vous et votre avatar, donc le capitaine, j'ai même plus son nom. J'ai même plus son nom, le capitaine, je sais plus quoi là. Bon bref, votre héros, il va toujours chercher à mettre cette distance. Walker, voilà. Et donc, non, on a bien, et même si on a ce personnage de Walker qui est introduit comme un militaire entraîné, compétent, en plus on nous explique que c'est un force spéciale, donc vraiment les forces spéciales c'est le haut du panier, c'est le haut du panier, donc c'est super, mais qui, en fait, ce soldat, en apparence, voilà, qui incarne tout ce que, a priori, tout ce que doit être un soldat, et ben peu à peu, ça va devenir un monstre. Et tout ce glissement, ça on l'avait déjà un peu détecté pendant qu'on jouait, ce glissement va prendre corps dans le jeu, visuellement, à travers son apparence. Je sais plus qui parlait tout à l'heure qui devrait prendre une douche. Bah oui, parce que justement le jeu travaille cette dégradation de son apparence. Et puis on a aussi parlé des lignes de dialogue contextuelles. Il est de plus en plus vulgaire, il est de plus en plus agressif quand il tue quelqu'un, enfin quand vous tuez quelqu'un. D'ailleurs c'est marrant le fait que j'utilise la troisième personne, que j'utilise mécaniquement la troisième personne du singulier et pas la première. Et puis les fameuses séquences de mise à mort qui sont de plus en plus violentes. Ouais, Walker, ok. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ce nom, Marcheur, ça avait pas quelque chose s'ils essayaient pas de raconter quelque chose avec ce nom, mais en vrai, j'en sais rien. Et donc, dans ce jeu, dans Spec Ops The Line, en plus de ça, beaucoup d'autres éléments que le jeu donne apparaissent comme rapidement dissonants par rapport au classique du genre, par rapport aux autres shooters militaires. Spec Ops The Line se passe au Moyen-Orient. Mais les ennemis, ce ne sont pas les habituels terroristes, insurgés. D'ailleurs, c'est des ennemis dans les Call of Duty, on sait. Enfin, moi, je me rappelle pas de tous les Call of Duty, mais je me rappelle du 4. Vous savez pas grand-chose de leur motivation, vous savez juste que c'est des méchants. Moi, je me rappelle qu'il y a une des scènes qui était assez marquante, et en vrai, plutôt bien réalisée dans le Call of Duty 4, c'est une scène au début où vous contrôlez pas vraiment quelqu'un, mais enfin, je crois que vous êtes censé incarner le président du pays au Moyen-Orient, qui est d'ailleurs un pays imaginaire, alors que là, on est à Dubaï. Dans Call of Duty, c'est un pays qui n'existe pas, ou en tout cas, c'est jamais spécifié. Et vous êtes dans la peau de ce dirigeant qui va se faire exécuter, et qui traverse la ville en voiture, donc vous pouvez rien faire à part bouger la caméra à droite à gauche. Et c'est marrant parce que là, c'est vraiment... cette séquence-là, même à l'époque, ça m'avait fait l'effet d'un train fantôme des exactions, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez là-dedans et puis vous allez traverser la ville et à chaque coin de rue, il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme exaction, quoi. Des gens qui sont pourchassés, exécutés. Enfin bon, bref. C'est vraiment pour vous montrer que là, c'est les méchants. Mais vous savez pas pourquoi ils sont méchants. Vous connaissez pas leur motivation. Vous voyez juste, ils tuent des autres gens, a priori des civils innocents, donc c'est des méchants. Donc on a ce premier truc. Vos ennemis dans Spec Ops The Line, ce n'est pas cette figure-là. Ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas vraiment des insurgés. Et pire que ça, non seulement c'est pas ces méchants-là, mais en plus, ce sont soit des civils qui luttent
des civils qui luttent contre qui? Contre l'armée américaine qui a été envoyée pour les sauver. Et cette armée américaine, donc le fameux 33e régiment d'infanterie, va devenir votre ennemi. C'est-à-dire que les personnes que vous allez tuer dans le jeu, c'est en fait des figures qui sont non pas associées qui ne sont pas associées à une figure de l'autre, mais à une figure de vous-même. C'est-à-dire que vous allez tuer des civils innocents, donc ce qui n'est pas vraiment l'objet en général quand on fait une mission de sauvetage, ou alors vous allez tuer vos propres frères d'armes. Et ce rapport à l'autre, cette incertitude impliquée par ce rapport à l'autre qui est différent des jeux de guerre habituels, elle est d'ailleurs clairement explicitée par votre avatar au début du jeu, puisqu'au début du jeu, vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Et ça, c'est clairement dit. Donc l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il questionne, de Spec Ops The Line, c'est qu'il questionne son propre médium des shooters militaires. Il le questionne parce que, dans ces jeux, l'usage de la violence, c'est la seule chose que vous pouvez faire, en fait. Et ça, je me rappelle que j'en avais déjà parlé quand j'évoquais Call of Duty. Dans ces jeux, dans les shooters militaires, l'usage de la violence est la seule, pour reprendre un terme anglais ou américain, est la seule agency du joueur. C'est-à-dire c'est votre seule capacité d'action. Vous ne pouvez agir que en étant violent. J'en avais parlé quand on avait joué à Call of Duty, je me souviens, dans ces jeux, toutes vos possibilités de mouvement et d'action sont tournées vers votre capacité à user efficacement de la violence. Et dans les FPS, en particulier dans les FPS, si vous y prêtez attention, la seule chose que vous voyez de votre avatar, en tout cas celle qui occupe le plus de place à l'écran, eh ben c'est l'arme à feu. Dans les FPS, vous ne voyez quasiment que votre arme à feu. Éventuellement votre poignet, vos avant-bras, mais c'est l'arme à feu qui occupe la place centrale de l'écran. Elle est omniprésente, elle est quasiment greffée à vous. Et donc on en revient un peu à cette expression que vous connaissez très certainement, quand vous avez un marteau dans les mains, ben, tout ressemble à un clou. Et ben là c'est pareil, quand on vous greffe un fusil d'assaut dans les mains, et ben tout ressemble à des cibles. Et donc le jeu prend complètement ce truc-là de l'usage de la violence, cet usage exclusif de la violence, il le subvertit et il explique qu'en réalité, tout le propos du jeu, c'est d'expliquer que cet usage de la violence ne peut aboutir qu'à de mauvaises issues. À partir du moment où vous vous engagez dans un processus de violence, eh ben il y a pas de bonne chose, quoi. Vous pouvez pas, ça va pas bien se passer en fait. Et c'est là où je vais revenir sur ce que je disais dans mes premières phases de jeu, quand je critiquais la rigidité du gameplay. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de choix, que les niveaux soient un petit peu étriqués, et que les choix ne servent pas à grand chose et ne soient que des illusions de choix. Bah oui en fait. Bah oui. C'est le but. C'est le but. Et là-dessus, Spec Ops c'est assez malin parce qu'en fait, en mettant en place ce dispositif de critique de la violence, bah, il court-circuite un petit peu tout ce qui pourrait être... il va court-circuiter toute critique qui pourrait être adressée à son gameplay et à son game design. C'est-à-dire que la linéarité et la rigidité de ce gameplay et de ce game design sont une conséquence directe de son présupposé narratif. C'est-à-dire que l'usage de la violence, comme je disais, vous enferme dans une spirale où le choix, je l'ai dit, n'est qu'une illusion. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous ne pouvez rien faire d'autre qu'être violent, donc vous n'avez pas le choix. Donc à quoi bon vous donner le choix, ça ne sert à rien, ce n'est qu'une illusion. Et en fait, votre avatar, donc le capitaine Walker, eh ben, il ne sait rien faire d'autre que tirer et tuer. Donc autant que ça se ressente par le joueur. Autant que le jeu fasse en sorte que, bah non, en fait gros, t'es là, t'as ton arme, et tu vas rien pouvoir faire d'autre que tirer et tuer.
Et ça, eh ben c'est là que le jeu est censé justement provoquer cette espèce de distanciation entre vous et votre avatar. Bon, après, j'ai pas parlé de la géographie du jeu, mais là aussi, il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire que on peut voir dans l'état de la ville de Dubaï qui va se dégrader petit à petit comme une espèce de... On peut le voir comme une conséquence de l'interventionnisme américain, même si la cause initiale de la destruction de la ville, c'est des tempêtes de sable. Alors, des tempêtes de sable qui sont vraiment de l'ordre du cataclysme biblique. Alors si c'est Dubaï, c'est pas non plus un hasard, c'est-à-dire que Dubaï c'est aussi une ville très occidentalisée, donc... Mais là j'ai pas très envie de revenir là-dessus, même si on pourrait en discuter, que c'est intéressant. Mais c'est vrai que cette ville de Dubaï, le choix de cette ville de Dubaï, et les environnements qu'on traverse, des casinos, des hôtels de luxe, des buildings, ça tranche aussi beaucoup avec l'environnement tel qu'il est traditionnellement représenté dans les jeux vidéo, dans l'environnement du Moyen-Orient, dans les jeux vidéo, où vous allez plutôt traverser des villes traditionnelles, des villages traditionnels, des médinas, ou alors des montagnes, des canyons, ce genre de choses. Et là, je reviens un petit peu sur ce que je disais, sur ce que veut nous faire vivre le jeu. Attendez, j'ai des trucs. Du coup, le principe de récompense habituel des jeux vidéo est complètement inversé. Avancer dans le jeu, c'est continuer à échouer, tout à fait. Et ça, alors c'est très... je suis content parce que j'allais en parler, qu'Alramir parle de Wargame, parce que c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Je sais pas si vous avez vu le film Wargame, mais si vous l'avez vu, vous vous rappelez de cette citation de fin, où c'est la machine qui parle, etc., où il parle de la dissuasion nucléaire. Bon, je trouve que c'est très malin ce truc-là, cette partie-là, mais il dit « C'est un jeu étrange, si vous voulez gagner, il faut pas jouer. » Et bah Spec Ops The Line, c'est exactement ça. Si vous voulez gagner, bah il faut pas jouer. Alors que dans d'autres FPS, la progression dans l'environnement est récompensée par l'action positive du joueur. Et mais là justement, dans Spec Ops The Line, il ne peut pas y avoir d'action positive, puisque vous êtes un type violent. Donc il ne peut pas y avoir d'action positive. The only winning move is not to play. Bah, c'est bien, tu l'as vu en VO, moi je l'ai vu qu'en VF à l'époque, quand il était passé à la télé. Et du coup, ce jeu Spec Ops The Line soulève une question qui à mon sens est essentielle, et à laquelle on va essayer de répondre, qui est essentielle pour le médium dans son ensemble du jeu vidéo, mais qu'on peut étendre à d'autres médiums, c'est que un jeu vidéo, peut-il sciemment proposer une expérience qui ne soit pas satisfaisante? Bah la réponse est oui. Évidemment que la réponse... Enfin, à mon avis, hein, je pense qu'un jeu peut tout à fait avoir comme présupposé de faire en sorte que vous ne soyez pas content de jouer. De la même manière qu'il y a des films, qui ne vont pas chercher à être spécialement plaisants. Il y a même des films qui vont chercher à provoquer du dégoût chez le spectateur. Pourquoi? Parce que le but c'est de vous faire prendre une distance avec ce film, que vous soyez capable de réfléchir par rapport à ce que vous voyez. Et ce que fait Spec Ops The Line, c'est exactement pareil. Il cherche à mettre en distance le joueur et son jeu pour vous interroger sur ce que vous êtes en train de faire. Et donc pour ça, il doit passer par le fait de ne pas être agréable à jouer. En fait, il doit presque éviter d'être un bon jeu pour que vous puissiez garder cette distance avec ce qu'il essaye de vous dire d'un point de vue scénaristique et narratif. Et c'est en ça que je trouve que Spec Ops The Line est un jeu intéressant. C'est un jeu même très intéressant. Tu prends certains jeux comme Layer of the Fear, je connais pas. C'est un jeu d'horreur, mais l'horreur prend place lorsque tu comprends l'histoire derrière. Ok, c'est un peu obscur ce que tu dis, mais ok.
Donc voilà ce que je pouvais en dire. Alors après, et c'est en tout cas moi ce à quoi j'aboutis comme commentaire du jeu, c'est qu'en réalité, comme conclusion, c'est qu'en réalité Spec Ops The Line ne cherche pas à être un bon jeu. Et pourquoi il ne cherche pas à être un bon jeu? Eh bien tout simplement pour que vous ne puissiez pas prendre de plaisir à tuer. Ce qui me paraît tout à fait compréhensible comme approche. Mais ce qui du coup lui vaut aussi des critiques qui sont légitimes, parce que si vous le critiquez en tant que jeu, c'est-à-dire si vous critiquez son gameplay, bah ouais, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Mais c'est le but. Alors après, on peut aussi on peut esquisser des critiques par rapport à ça, par rapport à ce côté-là, c'est-à-dire que est-ce que quelque part en montrant la guerre sous cet angle-là et le fait d'être soldat sous cet angle-là, en fait, est-ce que le jeu est pas en train de nous dire que si vous êtes un soldat, est-ce qu'il n'a pas une dimension un peu est-ce qu'il n'a pas une dimension un peu totalisante? C'est-à-dire que, est-ce que sa critique n'aurait pas une dimension totalisante dans le sens où être un soldat, c'est forcément être un criminel de guerre. Je pense pas que le jeu soit allé jusque-là je pense pas que les développeurs aient eu en tête cette idée, mais c'est une idée qui est régulièrement développée, qui existe. Et moi j'aurais tendance à dire que, heureusement d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que non. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qu'on peut critiquer vis-à-vis de ce jeu-là, c'est que par l'angle, du fait de l'angle qu'il prend, il a un point de vue extrêmement marqué, et donc on peut être amené à critiquer ce point de vue. Mais sur la manière dont il aborde ça, il me semble que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les jeux AAA, même très rarement. J'avoue que c'est compliqué à expliquer sans spoil le jeu. Ouais, bon après, je t'avoue que moi personnellement, il y a peu de chances que je le fasse un jour ce jeu. Mais bon, pour les autres du chat, effectivement, ne spoil pas. D'ailleurs, j'ai même pas parlé. Vous me dites d'ailleurs si, parce que l'image que j'utilise là pour le débrief, elle est sur l'image là sur l'écran, elle est pas spécialement agréable à regarder. Mais vous avez, si vous voulez que je la vire, vous me le dites, hein, je l'enlève. C'est pas fait exprès, hein, je l'ai prise parce que je trouve qu'elle illustre aussi bien le jeu et en quoi ce jeu s'inscrit aussi dans sa période. C'est qu'évidemment là sur cette image, je pense que la référence à Abu Ghraib est assez explicite, même si ça datait déjà de quelques années, Abu Ghraib, mais c'est quelque chose qui est resté quand même, qui reste toujours dans l'imaginaire collectif, qui constitue une brique importante de l'imaginaire collectif sur ce qu'a été les interventions américaines au Moyen-Orient. Et donc ça me semblait légitime que le jeu en parle, puisqu'il cherche évidemment à faire cette critique des interventions américaines. Ça c'est certain, mais là aussi dans la critique qu'on pourrait dire, c'est que il ne fait reposer la responsabilité des conséquences des interventions américaines au Moyen-Orient uniquement sur les forces américaines. C'est-à-dire ce qui en revient à nier le rôle, la responsabilité d'autres acteurs. Le fait de tout mettre comme ça sur le dos des seuls soldats américains. Eh ben écoutez, je parcours un peu ce que j'ai écrit d'autre, mais en fait le reste, je crois que j'ai dit quasiment... je crois que j'ai quasiment tout dit. Mais en tout cas, voilà, moi ma vision du jeu a un peu changé au fur et à mesure que je jouais. Au début, je trouvais que c'était vraiment, comme je le disais des fois avec un peu d'ironie, c'était ça fait réfléchir, vous savez, ça fait SA plus loin FE, ça fait réfléchir le jeu vidéo. Mais
plus en avançant, et notamment avec cette scène de l'hélicoptère, je me suis dit ah ok, le jeu est peut-être intéressant, le jeu a des trucs à dire. Je pense que le jeu a une vraie rejouabilité. Je pense que le jeu est assez riche dans sa narration. Je pense qu'il y a plein de détails que j'ai dû louper. Je pense qu'il y a plein de détails que j'ai dû louper. Des petits détails dans le décor. En fait, je le sais parce qu'en le disant, les interviews de développeurs, ils disent que ah oui, là on a mis ci, là on a fait ça pour raconter tel ou tel truc. Et ouais, c'est bon. Après, il y a eu ce trou là dans les lives qui fait que je me souvenais plus de tout. Mais je pense que c'est un jeu riche, c'est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde. Et en tout cas, moi, dans le cadre de des lives que je fais sur le jeu vidéo et la guerre, c'était effectivement un jeu qui était difficilement contournable, c'était un jeu qu'il fallait qu'on fasse, c'est un jeu dont il fallait qu'on parle, et voilà. Voilà. Quelques petits mots sur la suite. Il y a certains jeux, le plus important n'est pas le gameplay, mais l'histoire et l'ambiance. Oui, après ça dépend des jeux. Mais là, ce que je trouve fort, justement, c'est que le jeu vraiment associe les deux. Ce qu'on trouve pas beaucoup dans les jeux vidéo. Le message va surtout passer par le scénario, le propos du jeu va surtout passer par le scénario, et finalement assez peu par le gameplay. En tout cas dans les jeux AAA, parce que je suis pas très jeu indé, je m'y connais pas beaucoup, je joue plutôt à des AAA. Et dans les AAA, c'est plutôt ça qui ressort. Il y a vraiment cette dissociation entre le gameplay et le scénario. Et là, la force de celui-là, c'est vraiment que, à mon avis, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, c'est sa capacité à mettre en accord son gameplay et sa narration. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de se poser pour regarder le décor quand ça canarde tout le temps. Ouais, mais après, c'est parce qu'il y a aussi des dispositifs de mise en scène qui, à mon avis, relèvent plus du cinéma que du jeu vidéo. Donc du coup, le fait de les mettre dans le jeu vidéo, ça les rend plus difficilement détectables. Je pense notamment à une scène, et ça je l'ai su en lisant les interviews après, quand vous... on l'a fait la semaine dernière en plus. Quand vous avez fini de... Comment dire, quand vous avez fini d'escorter les camions avec les citernes d'eau là, et que vous laissez l'agent de la CIA à moitié mort, et que vous devez faire le choix de soit l'exécuter, soit passer votre chemin. Bah en fait, il y a tout un jeu avec l'ombre de Walker qui, plus vous marchez, plus elle s'étend. C'est-à-dire que voilà, c'est l'ombre de Walker qui s'étend, sa part d'ombre qui augmente au fur et à mesure qu'il avance. Ça, dans le jeu, c'est difficile à voir. Et moi, je l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu quand vous avez joué de votre côté, ou si vous l'avez vu la semaine dernière, mais moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce que ça, c'est typiquement un dispositif de cinéma, et c'est quand même assez... Enfin, quand vous êtes concentré malgré tout sur le jeu, c'est pas quelque chose que vous repérez facilement. En tout cas, peut-être pas à la première, pas au premier run. Aujourd'hui, peut-être que ça serait plus un jeu interactif à la Walking Dead, un film interactif. S'il était refait aujourd'hui. Ouais, peut-être. Mais après, moi, je trouve que vraiment le fait de nous faire prendre un avatar dont les contrôles sont ceux du shooter militaire habituel, je trouve que c'est une vraie force du jeu, justement. Et je trouve que c'est un vrai pari qui est intéressant. C'est un pari narratif et de gameplay qui est intéressant. De te faire reprendre, de te mettre dans la peau d'un shooter classique, avec ses contrôles, strafer, sauter, enfin là tu peux pas sauter, mais se mettre à couvert, tirer, recharger, etc. Et de t'amener vers une remise en cause même de ces mécaniques basiques de gameplay. Alors moi j'aime pas trop hein, les films interactifs à la Walking Dead ou je sais pas quoi, j'ai essayé un peu, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais bon, pourquoi pas, mais là, la vraie force de Spec Ops The Line, c'est justement de prendre les mécaniques habituelles d'un shooter militaire et de les subvertir quelque part. Ok, donc ce sera tout pour ce soir. On va s'arrêter là, à moins que vous ayez à moins que, je sais pas, il y a des choses que vous aviez à dire, que vous auriez aimé mettre, dont on pourrait discuter là, que j'aurais pas traité. Bon, il y a évidemment plein de choses dont j'ai pas parlé, hein. J'étais obligé
de faire des choix, mais voilà, je pense que j'ai dit la plupart des trucs que je voulais dire sur ce jeu. La suite, la suite de ce live, de la chaîne, de la chaîne. Qu'est-ce qu'on va voir après? Déjà, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je suis pas disponible. Donc s'il y a un live, ça sera le prochain live sera au minimum dans 2 semaines. Et là, Alramir, je me demandais si t'étais encore là et que t'allais réagir. Wargame of course. Oui, je vais faire Wargame. Oui, je vais faire Wargame. La semaine le prochain live, ça sera Wargame. Je sais que je me suis un peu amusé hein, enfin, j'avais fait un sondage sur Twitter où j'avais demandé de faire le choix. Et c'était Wargame qui était arrivé en premier. Et j'avais ironisé, j'avais dit ah super, donc le prochain jeu, ça sera Opération Flashpoint. Oui, ça sera Wargame. Je vais faire Wargame. Cet homme exprime sa souffrance, c'est un appel à l'aide. Non mais je vais le faire parce que je voulais le faire, parce que ça va me permettre de raconter des trucs là-dessus. Faut que tu t'amuses, ne te force pas. Non mais je pense que l'expérience même du jeu Wargame, ça passe par la douleur. Et vous voyez, quand je disais que tous les jeux ne cherchent pas automatiquement à être satisfaisants, je pense que Wargame, on est vraiment typiquement là-dedans. J'aurais pu parler des Dark Souls aussi d'ailleurs, j'en ai pas vraiment parlé, mais parce que c'était pas le sujet. Enfin si, ça aurait pu être le sujet. J'aurais pu parler des Dark Souls, qui sont des jeux qui ne cherchent pas à être spécifiquement satisfaisants, en tout cas pas au premier abord. Mais Wargame, c'est ça. Donc peut-être qu'il y aura du coup presque une continuité entre Wargame et Spec Ops The Line. En tout cas là-dessus, sur la douleur qu'on peut ressentir en jouant. Voilà, mais le truc qui est vrai, c'est que, je vous préviens tout de suite, sur Wargame, je vais être ridicule. Je n'ai que quelques heures de jeu dessus, et quand je dis quelques heures, c'est vraiment, je pense que c'est moins de 5 heures. Donc ça va vraiment pas être glorieux. Peut-être que je vais essayer d'en faire un peu de mon côté pour essayer d'être un peu moins ridicule, que ça soit un peu moins pénible pour moi et pour vous. Mais voilà, mais en tout cas, je me dis que j'aurai toujours 2-3 trucs à raconter, peut-être pas sur les Wargames, quoique, sur le genre Wargame RTS, parce que c'est plus un RTS qu'un Wargame au final, au jeu, mais peut-être que je parlerai d'autres choses, peut-être que je parlerai de trucs un peu plus d'actualité, liés au débat qui agite les armées occidentales en ce moment sur la guerre, son futur, comment elle devait être conduite. Peut-être que j'en parlerai peut-être que je profiterai de Wargame, parce que je vais être mauvais, hein. Franchement je vais être mauvais, je vais subir pendant les 2 heures les attaques des ennemis, ça c'est sûr. Multi ou solo du coup, dans le premier cas, on partagera la souffrance avec toi. Bonne question, je sais pas si je vais faire du multi ou du solo. En fait, je sais pas du tout. Je pense que... alors, ça à prendre avec des pincettes, hein, je peux changer d'avis. Mais je pense que dans un premier temps, je ferai peut-être une partie en solo. Voilà, ça sera l'occasion de souffrir tout seul, de porter ma croix. Et puis après, on fera un multi. Ouais, pourquoi pas, un multi, ça peut être sympa. Ça pourrait être rigolo. Rien que sur le matos, sur les doctrines des armées, il y a de quoi. Oui, alors, je bosserai pas l'intégralité des questions sur le matériel ou le doctrine des armées, parce que on en a pour des années, je pense. Non, mais je verrai de quoi je parle. Peut-être que je parlerai comme ça me viendra et que voilà. Mais bon, je pense que peut-être ça peut être l'occasion de parler de ça et de ne pas parler que jeux vidéo. Même si après parler matos, c'est pas trop mon truc. Hein, je vous avoue, les discussions sur le matos, c'est pas trop mon truc. Je suis plus doctrine, moi. Il y a une campagne solo. Oui, il y a une campagne solo. Oui, la campagne solo. Alors, j'ai pas regardé comment était la campagne solo, mais ouais, peut-être que je ferai la campagne solo. En tout cas, le début. Parce que le problème, c'est que ça risque d'être super long, et comme sur cette chaîne, je fais que
Je fais que 2 heures par semaine. Si je commence à vouloir faire toute la campagne solo, ça va durer 1 an. Si en plus on prend en compte toutes les pauses, toutes les fois où je suis pas là, on va jamais s'en sortir. Dans le jeu de stratégie, le pourcentage de survie de ma cavalerie est de 10%. Pourquoi pas? En général, ça survit bien la cavalerie. Cavalerie de Sévère, surtout des jeux prenant place au 18e, au 19e siècle. Ouais, alors moi après, je vous avoue, dans les jeux de stratégie, je suis plutôt... moi c'est plutôt le contemporain qui... C'est plutôt le contemporain qui m'intéresse. Pas trop l'époque... 18e et 19e, c'est plus vraiment l'époque moderne, mais Napoléon, tous ces trucs-là, c'est pas mon délire. Bon, non pas que je dédaigne ces périodes historiques, mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Elle est horrible, voilà. La campagne solo, tu veux dire, elle est horrible. Ouais, il paraît qu'elle est pas géniale. Le surnomme Capitaine Stark. J'ai pas la référence, mais ok. Ça doit être en référence au fait que ta cavalerie se fasse goumer à chaque fois, j'imagine. Je viens de me rendre compte, Tunique Bleue, ah je connais pas Tunique Bleue. Enfin je connais le nom mais j'ai jamais lu. Je me rends compte que j'aurais pu faire comme n'importe quel streamer qui se respecte et mettre une petite musique en fond sonore, mais j'ai complètement oublié. Bon bah tant pis. Tant pis. J'aurais mis la musique Lofi là que tout le monde utilise. Tiens, il y a Ultimate General Civil War en jeu de stratégie qui laisse bien place à la manœuvre. Ouais, je ferai pas tout, je ferai Wargame. D'ailleurs, je me demande si c'est si malin de faire Wargame parce que je sais que là, le Eugène System, ils vont en sortir un nouveau. Mais bon, en même temps, j'ai Wargame, donc je ferai Wargame. Je vais pas faire le nouveau. Capitaine Stark est connu pour décimer son régiment, dont il est souvent le seul survivant avec les 2 persos principaux. C'est quoi? C'est une caricature du... C'est qui ce colonel là? Ah, ce colonel ce colonel américain là, qui avait envoyé son régiment au massacre contre des Indiens. Cluster, ouais voilà exactement, Cluster. C'est quoi, c'est une référence à Cluster? Le Capitaine Stark? Custer, ouais, Custer, pas Cluster. Cluster c'est autre chose. c'est un peu trop... on est matrixé par... On est matrixé. Custer, c'est un peu ça. Ouais, non mais je sais que les Tuniques Bleues c'est une super BD, tout le monde m'en dit que du bien, mais j'ai jamais lu. Peut-être que j'ai lu 1 ou 2 tomes, mais il y a très longtemps. C'est dire que chargé, ouais ok, je vois le genre. Ok, et ben écoutez, merci d'avoir suivi la fin des aventures du Capitaine Walker. Merci de m'avoir écouté pendant ce débrief qui, j'espère, vous a intéressé. Là, il y avait pour le coup, il y avait pas mal de trucs à dire, donc ça sera pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais je te prête mes albums si tu veux. J'ai déjà tellement de trucs à lire. Mais c'est gentil, mais j'y penserai. Mais j'ai déjà tellement de trucs à lire. Je m'en sors plus. Plein de livres à lire, de films à voir, de jeux à jouer, ça ne s'arrête jamais, et ça ne s'arrêtera jamais. Après, pourquoi pas, si tu veux m'en prêter quelques-uns que tu trouves signifiants dans les aventures des Tuniques Bleues, pourquoi pas. Un de ces 4, quand on se croisera. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Moi je vais aller boire parce que le fait de parler sans eau, là je meurs de soif, j'ai la gorge complètement desséchée. C'est horrible. Je suis à 2 doigts de clamser. Donc voilà. Quand tu seras plus jeune, fais gaffe toi. Donc voilà. Bonne soirée, bon appétit, dormez bien, passez un bon week-end, profitez, faites attention au virus, faites attention à vous, et toutes ces sortes de choses. Allez, ciao, à plus.